Alors, certains articles ont déjà saisi l'occasion de souligner à quel point la figure du tueur en série se prête particulièrement aux productions écraniques sérielles. François Josse souligne que, et là je le cite, « On ne s'étonne pas que le tueur en série soit un bon sujet pour un feuilleton. Il se prête évidemment plus qu'un autre à la sérialisation. » Comme le tueur en série, on peut dire de ces formats qui sont récidivistes et apposent toujours une signature identifiable sur les crimes ou les écrits qu'ils produisent, ponctuellement. En d'autres termes, sérialité et serial killers font bon ménage parce que le geste de répétition est dédoublé. Il est celui narratif du créateur, puis celui diégétique de l'assassin. Dans le cas du personnage d'Hannibal Lecter, cependant, cette affirmation trouve déjà ses sources dans un schéma de variation d'un médium à l'autre, avant même la réadaptation de Bryan Fuller, sur laquelle je vais travailler. Si Lecter naît sous la plume de Thomas Harris, il est aussitôt repris par une gamme de réalisateurs qui se le partagent tour à tour. Hannibal est un personnage transfictionnel. Il navigue non seulement d'un créateur à l'autre, mais de médias en médias, passant des pages d'un livre à la salle de cinéma pour atterrir finalement sur le petit écran. Richard Saint-Gelais spécifie d'ailleurs que l'idée que des personnages, des lieux ou même des univers fictifs puissent franchir les limites de l'œuvre où nous les avons d'abord découverts à quelque chose d'un peu suspect. En utilisant un lexique de l'effraction, que j'ai essayé de faire transparaître dans mon italique à voix haute, voire de la clandestinité, il place donc également la reprise transfictionnelle du côté d'une transgression, qui peut rappeler le crime. Dans un même ordre d'idée, Isabelle Daunet pose une forme d'étrangeté première comme condition à la transfictionnalité du personnage. Pour elle, je la cite, l'histoire même de ces personnages est celle d'individus qui sont déplacés, au double sens du terme, donc qui habitent un monde où ils évoluent comme des étrangers ou comme des marginaux. Ces personnages agissent dans leur fiction d'origine comme s'ils venaient eux-mêmes d'une autre fiction, comme si leur véritable histoire était ailleurs. Pour qui ait visionné la série, il est difficile de soutenir qu'Hannibal ne correspond pas à cette description. Ainsi, Hannibal n'échapperait pas qu'à la perspicacité du FBI et de Will Graham, mais aussi serait susceptible de filer à l'anglaise hors des cadres de sa propre narration. À ce titre, Jean-Michel Berthiaume, qui je pense est présent dans la salle, dans l'épisode du podcast Pop en stock qui est consacré aux manifestations du personnage d'Hannibal Lecter, le qualifie même de tueur épisodique. Il ajoute judicieusement que ce dernier n'est pas qu'un tueur en série, mais aussi qu'il est un tueur de série. Et pour s'amuser, on peut aller jusqu'à dire que la propension d'Hannibal à servir des hors-d'œuvre originaux, qui bafouent le tabou anthropologique de l'anthropophagie, augmente aussi sa propension à commettre des incartades hors de l'œuvre originale. Alors, près de 3 ans après la diffusion du dernier épisode de la série, je contredirai personne qui affirme que la série de Bryan Fuller n'est pas tellement un sujet qui transpire la nouveauté. Et de plus, ma rapide introduction l'a montré, on a déjà discuté de la récurrence et de l'apparente congruence du personnage de serial killer en régime télévisuel. Alors, pourquoi en parler? Parce que je me permets d'y revenir, puisqu'il me semble que certaines spécificités du problème sont intéressantes et spécifiques à Hannibal et peuvent mériter un plus ample commentaire. Si le personnage de Lecter devient transfictionnel et métadiscursif par son rôle de serial killer, je propose de démontrer que certaines caractéristiques particulières de son mode opératoire le rendent encore davantage propice à la réappropriation. En effet, Hannibal, ce n'est pas qu'un tueur en série, c'est aussi un cannibale et un copiste. Et j'expliquerai pourquoi au cours de ma communication. Donc, si l'on en croit cette hypothèse, le cannibale et le copiste auquel réfère le titre de ma communication sont doubles, puisqu'ils renvoient, métaphoriquement bien sûr, autant au personnage de Lecter qu'au réalisateur de la série. André Bello soutenait déjà dans les années 80, que je le cite, « Le seul fait pour la littérature de se représenter elle-même en redoublant l'auteur, sujet de l'énonciation, par un auteur qui est sujet de l'énoncé, n'est pas sans conséquence, car les modalités mêmes de cette représentation peuvent nourrir des rapports avec le statut effectif de la littérature et du langage dans la société réelle. » Dans le cas qui nous occupe, l'auteur donc est à entendre au double sens du terme, puisqu'il est, comme on le dit communément, autant l'auteur du crime que celui de l'œuvre. À la manière du meurtre en série, le geste cannibalisque et imitatif peuvent donc être porteurs d'une certaine métadiscursivité. Francis Ouellette le fait remarquer, le personnage de Lecter se bouffe lui-même. Il signifie par là que les auteurs et lecteurs s'adonnent eux-mêmes à une cannibalisation de la figure du cannibale. Plus que jamais dans la série, le cannibalisme d'Hannibal est visible pour le spectateur. Il ne s'agit pas d'une caractéristique secondaire ou anecdotique, mais véritablement d'un acte qui est constamment mis en représentation par la série. Et dans cette logique, les actes d'Hannibal peuvent représenter une espèce de mise en abîme de ceux de Fuller. Mon objectif, c'est donc de suggérer que le cannibalisme de Lecter, ainsi que son rôle de copycat, reconduisent dans la série une logique du recyclage et de l'imitation qui l'inscrivent dans une dynamique de réappropriation et de métabolisation.
Les Lamoisistes proposaient donc en 92 de faire usage de la théorie de l'anthropophagie culturelle formulée par l'écrivain Oswald Jandrich pour développer une pensée de l'intertextualité. Si je la cite, « L'anthropophagie ne peut être mise en rapport direct avec les théories littéraires sur l'intertextualité. Elle relève de la même attitude face à la production et à la réception de la littérature. À partir d'une métaphore de la dévoration, on obtient donc une idée de ce qui se joue sur le plan intertextuel et transfictionnel. Un processus, donc, qui implique qu'il n'y ait pas seulement mendication de l'autre, mais aussi transformation de ses composantes, qui incarne alors une manière de matière nutritive pour le va-venir. Pour elle, donc, à l'origine du geste d'écriture ou de lecture, il y aurait acte de vampirisation. Antoine Compagnon rappelle lui aussi que, de manière générale, je le cite, « La lecture repose sur une opération initiale de déprédation et d'appropriation à l'origine du processus citationnel, donc qui mutile, ampute un segment du texte pour le greffer sur un autre. » Et il évoque à ce propos dans son ouvrage Quintilien, je cite la référence qu'il donne. De même qu'on mâche lentement les aliments pour les digérer plus aisément, de même ce que nous lisons, loin d'entrer cru dans notre esprit, ne doit être transmis à la mémoire et à l'imitation qu'après avoir été broyé et trituré. À leur suite, donc, Hannibal fait lui-même ses rapprochements entre création et consommation. Quand on lui demande à quel moment il tiendra son prochain banquet, il répond « lorsque l'inspiration frappera » ou qu'il ne peut forcer un festin, que le festin doit se présenter à lui. On reconnaît là facilement le registre lexical de l'inspiration créatrice de type romantique ou de la muse, par exemple. Hannibal lui-même l'admet quand il explique pourquoi il a abandonné la médecine, troquant sa passion de l'anatomie pour un amour des arts culinaires. Il va aussi comparer les fissures qui ornent certains cadavres aux craquelures des peintures à l'huile de la Renaissance. Et ce n'est pas la seule analogie du genre. Pour lui, je le cite, « Chaque vie est une pièce de musique, un événement fini, un arrangement unique, parfois harmonieux et parfois dissonant. Mettre fin à une vie revient donc à se présenter comme son auteur, à y choisir les marques de ponctuation, la syntaxe, donc le style. Composition musicale et des compositions cadavériques se superposent aussi dans les scènes où Hannibal inscrit sur le papier des notes de musique, qui se transforment alors en fleurs, celles qui ornent les cadavres en putréfaction de ses victimes qui sont disposées à la morgue dans la scène suivante. Ce rapprochement, que je souligne à grands traits, n'est pas une révélation pour les spectateurs qui ont vu la série, c'est une composante fondamentale de celle-ci et de son esthétique. Mais Hannibal ne fait pas qu'assimiler l'acte meurtrier à un geste de création. Il rapproche aussi l'acte de créer du geste meurtrier. Si l'assassinat peut être compté parmi les beaux-arts, l'artiste aurait lui aussi une dette envers l'assassin. Lors du premier épisode, par exemple, il spécifie qu'il préfère tailler ses crayons avec un scalpel, liant alors l'art du découpage du corps et celui du dessin, dans lesquels il excelle tous deux et armés du même outil. Traquant Tobias, par exemple, il fait remarquer que l'un des premiers instruments de musique qui ait été inventé, c'est la flûte, que l'on taillait alors dans des os humains. Et Fuller semble aussi lui rapprocher de cette figure ambivalente lorsqu'il choisit des titres à ses épisodes, qui sont tous inspirés, les spectateurs s'en souviennent, de mets ou de manière d'apprêter les aliments. L'adéquation entre épisode et nourriture les présente donc tous deux comme substance à consommer ou comme résultat d'une préparation culinaire qui est destinée à un travail métabolique. C'est donc pas que le cannibalisme, mais plutôt la prédation et la mendication en général qui sont un signe de récupération ou un acte citationnel ici. Mais ceci, plus qu'une caractéristique du personnage, semble traverser l'entièreté de la série, au point où on peut y voir se dessiner le motif d'une poétique. Ici, Hannibal, c'est loin d'être le seul cannibale qui est mis en scène dans la série Fuller. Le Minnesota Shrike, autour duquel s'articule toute la première saison, est lui aussi un cannibale. Et s'il mange les jeunes filles qui l'assassinent, c'est d'ailleurs pour recycler et honorer leur corps. Ici, l'absorption est un témoignage ici de respect. Alors qu'à l'inverse, le Red Dragon de la saison finale, s'il n'est quant à lui pas anthropophage dans la série, va se repaître d'un dessin de Blake dont le poème l'obsède. Et à ce moment, la mendication est un geste de défiance, de domination. La consommation de créatures humaines ou de créations littéraires est donc tantôt une posture d'adoration, tantôt une attitude de confrontation. Comme Verger et Gideon dans la deuxième saison, des personnages qui vont tous deux être conduits à dévorer leur propre chair, la troisième et dernière saison semble réellement s'auto-cannibaliser, s'absorber au point de se défigurer à l'instar de ses protagonistes. Je dis cela pour spécifier, au sens où les images de la saison 2 sont constamment, on s'en souvient, remontrées et rejouées dans de nouveaux cadres au cours de la troisième saison. Et donc, ça veut dire que ce qui, du point de vue diégétique, se présente comme les souvenirs de Will Graham, apparaissent sur le plan narratif comme une autodévoration du récit par ses propres images. D'ailleurs, cette ultime saison est peuplée de séquences récurrentes de feux, d'incendies, même de grands brûlés. Or, il est difficile d'oublier qu'on dit communément des flammes qu'elle dévore.
En passant l'intertexte en termes cannibalisques, on l'installe alors dans une logique de l'appropriation qui rappelle la férocité, mais aussi la mise en filiation, comme le propose Simon Harel. Je le cite. « Manger autrui permet de se l'approprier et du fait même de nier son altérité en l'incorporant, mais aussi de provoquer une altération de l'identité du sujet selon cette idée courante qui veut que le cannibale s'approprie les qualités de celui qui le dévore. » Suivant ce raisonnement, l'anthropophagie serait une rencontre à mi-chemin entre deux altérités. La mendication figurée place celui qui dévore dans une lignée qui est celle du dévoré. Et inversement. Cette métaphore illustre bien comment l'autre et le même ne sont pas qu'enclavés l'un dans l'autre dans ce genre de dispositif, mais font aussi l'objet d'une transformation mutuelle. Si l'on en croit l'ouvrage de Karine Hubert, les relations entre création et cannibalisme s'articulent autour de la révolte contre l'autorité et du désir de toute puissance, de la remise en cause de la filiation et du fantasme d'auto-engendrement. En ce sens, dit-elle, on reconnaîtra le cannibale créateur à son entreprise de remise en filiation, dès lors qu'il soulève la question de son origine et de la légitimité de tout ascendant. L'acte cannibale est finalement ambivalent, puisqu'il est à la fois une tentative d'affiliation et de contestation d'une autorité. Chilton, un des personnages, le dit lui-même, le cannibalisme est un acte de dominance. Le thématiser permet d'asseoir son autorité, celle du moins de sa propre octorialité. Hélène Machinal ne se trompe pas, Hannibal relève bien de ses enjeux. Traitant de la question du personnage de la jeune fille dans la série, elle rappelle, je la cite, qu'il s'agit de personnages qui conditionnent une réflexion sur la culpabilité et la responsabilité, et donc indirectement sur la filiation. Le tueur devient alors très clairement une figure paternelle, dit-elle. Les relations entre Hobbs et sa fille Abigail, qui vont être reconduites par Will et Hannibal, constituent déjà une histoire de filiation problématique, à la fois protectrice et mortifère, comme peut l'être la constante négociation symbolique qui va lier Fuller à ses prédécesseurs. L'idée d'une fiction donc, qui se nourrit de l'autre, qui inscrit dans sa chair une présence extérieure et qu'elle métabolise, fait écho à la démarche créative et criminelle d'Hannibal Lecter. Elles sont toutes deux intrinsèquement liées, comme celle de Fuller, dont le geste créateur est tributaire d'un certain pillage auquel il doit s'adonner sur les œuvres antérieures, d'une forme de prélèvement d'organes pas très différent de celui qu'effectue Hannibal sur ses victimes. Inversement, on ne peut pas oublier qu'Hannibal, lorsqu'il sévit en Italie sous le nom d'Il Mostro, s'attarde à pasticher Botticelli dans les mises en scène de ses crimes. Copiant et transposant d'un canevas à l'autre l'œuvre du grand peintre de la Renaissance, une époque d'ailleurs où l'imitation des maîtres était de bon ton, Hannibal se place lui aussi dans une logique citationnelle. Excuse-moi. 3. OK, donc, car dans cette entreprise de mise au défi et dommage, le copiste aussi est une figure de la reprise qui hante autant, et sinon plus, la série Hannibal. Et j'explique ici pourquoi. Donc, Fuller, en extirpant le personnage de sa trame originale tout en gardant quelques éléments clés de celle-ci, est en quelque sorte le Ripper à l'origine du Chesapeake Ripper. Chesapeake Ripper étant le pseudonyme que la presse donne au criminel qui est Hannibal. Et le redoublement de ce terme m'importe puisqu'on se rappelle que ripper, c'est un anglicisme qui désigne l'action de convertir des informations contenues sur un support comme un DVD pour les enregistrer par la suite sur un ordinateur. Et quoique l'adéquation soit évidemment fortuite, il n'est pas désagréable ou insignifiant de lier par elle le plagiaire et l'éventreur. De manière générale, la série est parsemée de tueurs-créateurs qui pastichent, se prennent pour d'autres. Dans la scène inaugurale, le spectateur prend compte de la méthode de travail de Will Graham, qui consiste à rejouer une scène, ici le crime, à la fois par l'imagination et grâce aux artefacts qu'il en reste. La série s'ouvre par conséquent déjà sur un mode qui est près de la réélaboration. C'est d'autant plus vrai que le Minnesota Shrike est victime d'un premier copycat. Mais avant même d'être imité, Hobbs, qui est le nom du Minnesota Shrike, se situe dans une logique de la répétition, lui qui reproduit chaque fois le même meurtre. En effet, les jeunes femmes assassinées par lui sont des répliques de sa fille authentique, des espèces de tenants-lieu. Ce premier copycat, qui est Hannibal, pour ceux qui n'auraient pas vu la série, veut qu'on le démasque en tant que faux. Will le remarque quand il dit que cette imitation n'est pas une imposture, mais une caricature, le tueur copiste ne cherchant pas à se faire passer pour Hobbs, mais à prouver qu'il est en mesure de le surpasser. Et donc, copier comme manger peut s'avérer être une marque de défi envers l'original que l'on doit surpasser, l'original étant alors aussi bien Garrett Jacob Hobbs que Thomas Harris, par exemple. Cela explique sans doute pourquoi, bien qu'Hannibal s'adonne à l'imitation décomplexée, il est furieux lorsque Gideon proclame à sa place le titre de Chesapeake Ripper. Gideon ne copie pas le travail du Ripper, mais le revendique comme sien. Et c'est que l'enjeu, peut-être, n'est pas tant la reprise, finalement, qui est considérée comme légitime, que la revendication mensongère d'une paternité de l'œuvre. Est-ce que je verrouille encore du micro?
Ailleurs dans la série, l'octorialité du geste meurtrier est fréquemment questionnée, comme dans le cas de Will et des accusations qu'il doit démentir. Les meurtres restent difficiles à attribuer et, pour un temps, on ne sait plus très bien, même en tant que spectateur, qui en est l'auteur. Ce motif omniprésent d'une octorialité tantôt partagée et tantôt dérobée s'érige presque en manifeste, comme si Fuller en usait pour défendre sa propre légitimité en tant que créateur de contenu. En fait d'imitation, Hannibal ne s'en tiendra pas à Hobbes. Il copiera plus loin le mode opératoire de Georgia Machen en arrachant le visage du Dr. Sutcliffe, comme elle. Au fond, Hannibal imite si souvent d'autres criminels que l'on peut presque considérer que la contrefaçon constitue son mode opératoire, au sens littéral, puisqu'il ne se prive pas d'accomplir de multiples chirurgies d'ailleurs. C'est un motif au double sens du terme, donc, en termes criminalistiques et stylistiques. Même lorsqu'il ne tue pas de ses propres mains, Hannibal procède par influence d'ailleurs. C'est dire qu'il est sensible à la dimension reproductible, contagieuse et suggestive des idées, des images, et qu'il sait les utiliser à son avantage. Plus tard, il ira même jusqu'à compléter l'œuvre du tueur James Gray à sa place, en l'incluant parmi les cadavres de sa fresque. Je suis encore trop loin du micro? OK, c'est bon. À ce moment, c'est au bénéfice de l'œuvre qu'il se propose d'agir en tant que collaborateur. Car la place de l'imitation n'est pas que celle de l'affront, je l'ai présenté plus tôt, quand il était cas de cannibalisme. Alana la définit même comme « a courtship », donc un hommage qui est adressé par un tueur à un autre. Ici, donc, imiter revient à séduire, reconnaître une dette. Cette idée culmine à la toute fin de la série, au moment où Will et Hannibal tuent ensemble et se partagent enfin à parts égales l'octorialité du geste. La mise en mort du Red Dragon est ainsi une création commune et collaborative, comme l'est d'ailleurs le personnage de Hannibal. Dans cette relation d'égalité, on en revient à la figure du cannibale. En effet, on ne peut pas qualifier les habitudes anthropophagiques d'Hannibal de classiques, au sens où le personnage ne consomme pas la chair de ses victimes pour s'approprier leur puissance, mais au contraire pour les déshonorer, ce qui récontre finalement la citation précédente, celle de Simon Harel. À Abel, il dira que l'acte de consommer l'autre n'est cannibalique qu'à condition que mangeur et mangé soient des égaux. Dans cette logique, que Fuller choisisse de thématiser le cannibalisme et de s'adonner à un cannibalisme symbolique sur l'œuvre de ses prédécesseurs, montre bien qu'il les considère précisément comme des égaux, c'est-à-dire qu'il refuserait à la fois d'être perçus comme leur inférieur, mais aussi de les présenter comme illégitimes par rapport à sa production plus récente. Donc, ils ne sont pas dans une logique concurrentielle, finalement. Plus largement, la série porte un commentaire sur la réitération comme procédure productrice de sens. Refaire, ce n'est pas une opération stérile, mais au contraire un geste aux potentialités sémiotiques riches. Pensons par exemple à Hobbes, qui récupère absolument tout des corps des jeunes femmes, mais aussi à Eldon Stamets, qu'on voit dans le 2e épisode, et qui cultive les cadavres de ses victimes pour nourrir son jardin de champignons. Bien qu'ils soient évidemment présentés comme des psychopathes dangereux, il empêche que leur système de pensée particulier s'inscrit dans une logique nourricière du recyclage. Dès lors, consommer ne semble plus forcément équivaloir à détruire. Il se lit peu d'intérêt d'imaginer à Fuller des velléités qui seraient protestataires ou apologétiques, des préméditations secrètement inscrites dans l'œuvre, donc une méthode paranoïaque comme nous en parlait Émile. On voit en revanche que, sans avoir à convoquer l'intentionnalité, finalement, l'élaboration de la posture octoriale de la série qui se constitue dans la série problématise avec énormément de soin sa position institutionnelle et sa légitimité dans la sphère des productions hannibalesques, on me pardonne le néologisme. De fait, si les thèmes du cannibalisme et du copisme paraissent très séduisants à étudier, évidemment, en raison des concordances thématiques, ce ne sont pas les seules occasions que saisit la série pour offrir une réflexion sur les démarches qui la sous-tendent. L'omniprésence et l'importance du rêve, par exemple, peuvent clairement aussi être perçus comme des métacommentaires. Après tout, le rêve, au même titre que la digestion, est un travail de réélaboration, un remaniement de l'expérience, ici du souvenir ou du fantasme, par exemple. Et l'onirisme dans Hannibal n'est pas qu'un moteur diégétique, il incarne aussi une véritable proposition stylistique et une influence sur la manière dont nous sont livrées les images. Il semblerait donc que la série trouve, encore là, un espèce de moyen de réélaborer et de fracturer les images, à la manière de la fameuse tasse de thé, d'ailleurs, qu'au cours des 3 saisons, on espère voir se réassembler. Une métaphore d'Hannibal qui est récurrente, une métaphore peut-être de la série, qui n'est pas étrangère à l'idée d'un rafistolage, même d'une réécriture. Pour ma part, c'est ici que, faute de temps, il me faudra suspendre le rapiessage de Hannibal, dont la préciosité, d'ailleurs, n'est parfois pas très loin de rappeler la porcelaine de Chine.